Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ravi de vous retrouver pour la deuxième de la semaine. On est le mardi 5 décembre 2023. On est ensemble en direct sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Merci à vous d'être là et j'espère que vous avez eu un bon début de journée. L'hiver s'installe progressivement et ça fait du bien au moral. Alors aujourd'hui, dans l'émission, nous allons traiter d'un sujet fort qui touche et qui nous touche tous et qui nous enseigne. On est tous concernés, on parle de l'handicap. Alors, le dimanche dernier, c'était le 3 décembre. Le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Et ce sera l'occasion aujourd'hui de faire le point sur le regard de la société sur les personnes handicapées et sur l'handicap, bien sûr. Et bien sûr, côté rubrique aujourd'hui, conseils pratiques, nous allons parler de l'importance de l'art pour les personnes handicapées. Cet outil qui leur permet de dépasser leurs barrières. Bien sûr, pour finir, la rubrique de Wahida Salim Chif, qui est consacrée à la Palestine. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'histoire des timbres palestiniens. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et ça commence juste après le générique. Alors aujourd'hui, nous parlons de la réalité quotidienne des personnes handicapées, examinant les défis qu'elles rencontrent, mais aussi les aspects lumineux de leur vie qui souvent échappent à notre attention. Alors un dialogue empreint de compréhension et de réflexion afin de dépasser les stigmates. Et bien sûr, nous attendons vos témoignages, vos questions au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir professeur Leila Masouda Haridi. Vous êtes responsable et chef de service du Centre neurodéveloppement de Bab Hassan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous parmi vous et vous nous donnez surtout l'opportunité de parler du handicap qui est un véritable problème en Algérie et qu'il faut absolument reconnaître les raisons pour lesquelles il faut avancer en matière de prise en charge de ce handicap. Très bien, et on est là justement aujourd'hui pour en parler. Avec nous aussi Madame Linda Darah, vous êtes présidente de l'association Artisanat Espoir. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Merci. Alors avec nous aussi Madame Houria Kerima Yassé, vous êtes vice-présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour et merci de l'invitation. Et puis je profite de l'opportunité pour souhaiter une bonne fête à toutes les personnes handicapées d'Algérie, du monde entier, et une pensée particulière aux personnes handicapées de la Palestine. Oui, merci. Et avec nous bien sûr Shahra Drak, vous êtes bonjour, stagiaire à l'atelier de l'association Espoir, Artisanat Espoir. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va. Marhaba bik. Merci. Alors aujourd'hui, on parle de l'handicap et toute première question, que représente le 3 décembre pour vous? Madame Yassef? Le 3 décembre, c'est vrai que c'est la journée internationale des personnes handicapées, mais c'est une journée comme toutes les autres. Pour nous, c'est une station, si vous voulez, pour faire un peu le point, pour faire des évaluations de nos acquis, de ce que nous voulons faire, essayer de revoir un peu nos erreurs, comment faire pour avancer, comment essayer de réfléchir sur mettre en place des partenariats peut-être avec les pouvoirs publics, parce que aujourd'hui le président de la République a beaucoup insisté sur le rôle actif de la société civile. Et c'est dans ce sens que nous voulons aussi apporter notre pierre à l'édifice de ce pays. Et la société civile, tant qu'elle est forte, c'est la force du pays aussi. Exactement. Donc nous lançons un appel à tous les organismes pour vraiment prendre en compte et non pas un faire-valoir. Donc prendre en compte un peu tout ce que nous faisons, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font un travail magnifique et merveilleux,
et dans le cadre d'une complémentarité, si vous voulez. Donc le 3 décembre, c'est tout ça, c'est faire le bilan de tout ce qui a été réalisé et vraiment lancer un autre point de départ pour une année encore nouvelle, Inch'Allah, qui sera couronnée de succès et de réalisation pour les personnes handicapées. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, Madame Dara, le 3 décembre. Le 3 décembre, c'est une journée qui m'a calme, Madame Yassef. Pour moi, c'est toute l'année le 3 décembre. Qu'il 14 mars, comme le 3 décembre, l'handicap est à Ouaïch, c'est 365 jours de l'année. C'est juste un bilan. Faire un stop et regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Ouais. C'est tout. Voilà. Exactement. Pour moi, le 3 décembre, c'est une journée comme tous les autres jours. Bah justement, le 3 décembre est une journée comme les autres quand on est handicapé. On l'est tous les jours. C'est un combat de Quotidien. tous les jours, quotidien, voilà. Voilà. Et il ne faut pas profiter que de ces journées-là pour en parler Voilà. dans les médias et tout ça. En tout cas, la porte Ma Famille, Ma Vie, vous êtes toujours ouverte. On essaie d'en parler en tout cas tout au long de l'année dans l'émission, Merci. de plusieurs aspects justement du handicap, donc de plusieurs façons. Et aujourd'hui, on voulait justement faire le point aussi sur le regard de la société par rapport à l'handicap. Comment le regard de la société, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'on a toujours le même regard? Professeur Moi, pour moi, la journée du 3 décembre, bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, puis le 2, 3, 4 décembre. Et moi, j'ai une pensée vraiment particulière à ces familles qui ont un enfant ou une personne handicapée dans leur entourage. Et si vous voulez, j'ai eu l'occasion d'être confrontée, c'est toute une histoire, au problème du handicap. C'est par rapport à... Je me suis, dans les années 90, lancée dans un travail de recherche sur le suivi des enfants qui ont fait une souffrance fœtale, une asphyxie périnatale. Et le suivi de ces enfants, c'était une expérience très très riche pour moi, mais également extrêmement douloureuse par rapport au vécu des familles qui ont été confrontées à ce problème, souvent un problème... auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Donc on leur annonce, d'ailleurs le problème de l'annonce du handicap, c'est tout un travail qu'il faudrait faire. Donc le suivi de ces enfants-là m'ont permis de voir qu'au bout de... Je les ai suivis jusqu'à maintenant, j'ai des enfants, des adultes que je continue à avoir parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives souvent. Ils ont été habitués à un suivi régulier, donc il y a une espèce d'attachement. Et puis donc ce suivi m'a permis de voir qu'il y avait plus de la moitié de ces enfants qui ont eu des problèmes multiples. C'est le problème moteur, les IM, c'est l'infirmité motrice cérébrale, des convulsions, des épilepsies extrêmement difficiles à traiter, et des troubles psychoaffectifs, comportementaux, hyperactivité, autisme secondaire. Oui. On a eu des enfants qui ont eu très instables, surtout les grands prématurés. Il y a eu également des problèmes sensoriels, parce que le handicap, ce n'est pas uniquement la marche. Il y a aussi des enfants... handicaps qui ne sont pas visuels. Absolument. Oui. Donc j'ai découvert un monde. D'ailleurs, je leur dis toujours, je suis néonate, mais j'ai dû me former pour être... j'ai dû faire un DU en neurologie, neurodéveloppement pour pouvoir répondre aux problèmes, pour éviter d'envoyer les parents à droite à gauche, pour pouvoir prendre en charge ces problèmes que je rencontrais à ma consultation de suivi. Donc c'est un suivi qui à l'époque était déjà bien agencé. Et puis et c'est là où j'ai vu les familles, j'ai fait la connaissance qui sont devenues un petit peu qui m'a poussée à faire ce projet avec Madame Yassef de centre, de structure de prise en charge pluridisciplinaire sur le lieu du suivi, parce que j'ai vu l'errance des parents. Bon, vous faites un diagnostic précocement du handicap, mineur ou majeur, et après, où est-ce qu'on se dirige vers où est-ce qu'on va donc il faut les envoyer
dans des consultations en rééducation, il faut les envoyer chez la psychologue, le Si on doit neuropédiatre. voir le tour de tous les médecins, Voilà. on n'a pas le temps. Alors vous Absolument. avez réuni tous ces spécialistes donc, dans un seul endroit où la prise en charge est complète. Et pluridisciplinaire, et pour éviter voilà. l'errance des parents. Parce qu'il y a un papa qui m'a dit, Benti, c'est mon travail ou elle. Donc il faut que je choisisse. Ou bien je passe ma journée, vous connaissez les problèmes de transport, souvent c'est des gens démunis qui n'ont pas les moyens, donc il faut louer un taxi, il faut avoir... donc ça coûte cher. Et là, il est là où il travaille, on ne lui facilite pas toujours la vie. Exactement. Donc il y a d'énormes problèmes qu'il faudrait absolument prendre en charge. Et c'était l'idée, le projet de cette structure. Et au départ, cette structure, on voulait la démultiplier. On ne voulait pas que ce soit uniquement à Babassan. Oui. Sur Voilà. tout le territoire national, pas Voilà, uniquement on à voulait, à la on a capitale. l'occasion d'en reparler avec Madame Yassef. Justement pour faciliter la vie aux parents, parce que les parents, c'est eux qui vont accompagner surtout leurs enfants pendant toute leur vie. Et pour les parents, ce n'est pas aussi évident. Pour vous aussi. C'était pas évident du tout. Oui. Oui. Déjà à l'annonce, comment que ça s'est passé pour vous? Comment vous vous êtes rendu compte? Parce que Shahra, c'est votre fille. Oui. Voilà, on ne l'a pas présentée en tant que votre fille, donc Shahra, c'est votre fille. Voilà. Et comment que ça s'est passé pour vous? Shahra, quand elle était à la crèche, au jardin d'enfants, c'était la pédiatre qui a détecté son... Il y avait un soupçon, voilà. oui. Elle était hyperactive, elle papillonnait, elle n'arrivait pas à s'asseoir, elle n'était pas comme les enfants de son âge. Et puis elle ne parlait pas bien, elle parlait avec un jargon. Et là, la pédiatre m'avait convoquée, elle m'a dit « Votre fille n'est pas comme les autres enfants ». Je lui ai dit « Non », elle m'a dit « Elle ne parle pas ». C'est vrai que ma fille ne parle pas, mais j'ai les deux autres, elles ont parlé tardivement. Elle m'a dit « Non, madame, votre fille, je soupçonne une hyperactivité ». Donc on a commencé c'est là où... prospecter, aller voir des spécialistes. Elle m'a donné des lettres, elle était suivie par professeur Oussedir, pédopsychiatre, et elle a été prise en charge en orthophonie, psychologue, et surtout ce qui a réglé son problème, c'est la psychomotricité. Elle Comment se n'avait passait pas de votre limite. quotidien, justement, du jour où vous l'avez appris? Alors, comment, la nouvelle déjà, en sachant que votre fille était hyperactive, donc qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Non, ça m'a rien fait, juste je connais le problème de ma fille. Que vous alliez prendre, oui. J'étais consciente, je vais travailler pour améliorer. On a très bien accepté, moi et son père, donc elle était hyperactive, c'est de l'hyperactivité, mais je faisais un travail avec elle. Pour ses rendez-vous, je la calmais avec des petits contes, je lui racontais beaucoup d'histoires pour la calmer. Je prenais un carnet avec des gros crayons de couleur pour... j'essayais de l'occuper tout le temps. Shahra, quand elle était occupée, elle nous foutait la paix. Mais dès qu'il n'y a rien à faire, par exemple pour manger, c'était la galère. Elle tournait, elle faisait le tour de la table. Des fois, elle mangeait debout. Des fois, non, je veux rester sur les genoux de papa pour manger. Des fois, non, je prends la place de ma sœur, je veux m'asseoir ici. Et c'était la galère. Et pour ses sœurs, justement, c'était comment? Bon, elle jouait. Shahra ne jouait pas, ne regardait pas la télé. Ses poupées, elle ne jouait pas avec ses poupées. Elle cherchait que les objets bruyants qui faisaient du bruit. Elle cassait tout. Tous ces beaux jouets, elle les cassait, elle les tabassait. Les puzzles, non, ça ne l'intéresse pas. Elle était nerveuse. Les Legos, la même chose. Donc j'ai vu que ce qui l'a calmée, c'est le conte. Et vous avez trouvé la solution pour l'aider. J'ai inventé des histoires par rapport à elle. Il y avait une petite fille qui faisait ça, il faut faire ceci, il faut faire... On inventait, moi et son père, on se relayait et c'est ce qu'on faisait. Après, elle a découvert le vélo, la trottinette à l'époque, et elle jouait sans relâche. Le diagnostic n'avait pas été... vous l'avez su assez tardivement qu'elle avait des problèmes.
3 ans. 3 ans. À 3 Donc ans. à 3 À ans. 3 Ça, ans. Et j'avais peur, je préparais sa scolarité. J'avais peur pour sa scolarité parce qu'elle ne cherchait que jouer. Oui. Mais vous C'est êtes là que c'est des allé questions à vos médecins, les médecins que vous consultiez auparavant, est-ce que vous avez dû vous rendre compte de ce problème? Oui, oui. Avant, non. Avant, c'était grâce au pédiatre de la crèche Le diagnostic a été qu'elle a fait. été. Voilà. Après, j'ai vu l'association de Madame Hamada. Il la prenait en charge une fois par quinzaine, ça dépend. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Il y avait une extraordinaire psychologue à Ben Aknoun, l'hôpital de Ben Aknoun, qui a fait un travail extraordinaire avec elle. Elle lui a fait travailler la mémoire. Et ça a déclenché beaucoup de choses. Elle aimait... à l'âge de 6 ans, je l'ai inscrite à l'école primaire en première année. Mais j'ai dit au directeur, monsieur le directeur, s'il vous plaît, je vais inscrire ma fille, mais je crois que je ne vais pas la ramener à 6 ans parce que je sais que la maîtresse est en train de faire la leçon et ma fille est en train de jouer avec ses affaires. Vous avez peur qu'elle perturbe la classe, la maîtresse, oui. et ainsi de suite. J'ai laissé jusqu'à l'âge de 7 ans. D'accord. J'étais pas pressée pour que ma fille soit scolarisée. Je voulais qu'elle Attendre ne le bon connaissait moment. pas l'échec dès son jeune âge. Oui. Et Shahra a beaucoup de volonté. Elle rebondissait. Face à un échec, elle voulait réussir. Elle ne baissait pas les bras. Pendant les vacances scolaires, elle ne rangeait pas ses affaires. Elle a toujours la lecture. Elle était la première, la dictée. Elle écrivait les petits textes. Je la laissais à la maison. Je lui donnais les exercices à faire. Elle faisait ses exercices toute seule. Mais à partir de la 3e année primaire, elle a rencontré un gros problème avec la maîtresse. Qu'est-ce qu'elle te faisait? Qu'est-ce qu'elle te faisait? Oui, Charles. خرجني De la classe. Oui. في البرد. Elle a laissé dehors. Elle ne la supportait pas. C'était le rejet. Elle l'a frappée, elle l'a tabassée. Elle n'était pas patiente du tout avec elle. C'est difficile le regard des gens, l'attitude des gens, et surtout quand c'est une enseignante ou un enseignant qui justement maltraite son enfant, c'est encore pire. C'est très difficile, c'est pas toujours évident à vivre. Avec votre exemple, vous avez tout fait pour votre fille, vous l'avez accompagnée, c'est très important. J'ai même suggéré au directeur, j'ai dit au directeur, je peux ramener une psychologue, une psychologue et faire une réunion avec les enseignantes. Elle va leur apprendre comment se comporter avec les enfants en difficulté. Voilà. Il n'y a pas que ma fille. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est sûr. Les enseignantes n'ont pas accepté et c'était surtout Hadila, l'enseignante qu'elle avait, elle n'avait pas. Nous, on n'est pas là pour et la psychologue était prête à venir. Elle m'a dit, je vais venir et leur apprendre comment se comporter avec ces enfants en difficulté. Oui, pour le rejet, l'absence les gens ne sont pas sensibilisés à ce problème et il n'y a pas du tout des fois d'empathie vis-à-vis de ces familles. Moi j'ai l'expérience, je ne citerai pas, mais il y a eu je voulais au départ, le projet c'est créer une structure de prise en charge pluridisciplinaire et je voulais la faire dans un CHU où je travaille. Donc le directeur de l'hôpital m'a dit, pas question que me ramener, en plus pas trisomique, des Mongols dans cette... c'est peut-être qu'il ne fallait pas que la vision de cet hôpital, de ce centre hospitalo-universitaire soit gâchée par la présence d'enfants différents ou d'enfants qui ont des capacités extraordinaires. Votre fille, je suis sûre, vous avez lu... Il faut arrêter de définir les personnes handicapées par leur handicap. Absolument. Tout à fait. C'est très important parce que quand nous parlons de situation de handicap et donc... une situation de handicap peut être levée à tout moment, dans la mesure où on va agir sur
tous les obstacles et le regard des uns et des autres Oui. est un obstacle aussi. Donc, toutes les représentations aussi. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, vous soulevez un point très important, parce que moi, je vais vous dire autre chose, madame. Au sein de l'école, quand une école n'est pas préparée à recevoir des enfants en situation de handicap, quand le personnel de l'éducation n'a pas été formé, donc je ne pourrais pas porter un jugement, parce que la maîtresse, elle se retrouve elle aussi dans une situation de frayeur. Elle va vous dire qu'est-ce que je vais faire de cet enfant. Donc, c'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé avec les associations de parents d'enfants autistes qui insistaient à la scolarisation des enfants dans des écoles ordinaires. Oui. C'est vrai que c'est un pas fabuleux, si vous voulez, c'est très intéressant d'avoir un enfant dans une école ordinaire. Sauf que pour l'accueillir, il faut former le personnel. Il faut former aussi les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, qui vont accompagner ces enfants. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un enfant dans une école, dans une classe ordinaire avec tous les autres enfants et qu'il soit marginalisé, qu'il n'arrive pas à suivre non plus. Donc pour moi, je salue les efforts de toutes ces familles qui vraiment sont engagées, elles s'engagent, elles vivent la situation de leurs enfants. Elles vont jusqu'à créer des centres de prise en charge. Donc, comme elles peuvent, avec les moyens qu'elles ont, nous, Madame Dra, son association, elle est affiliée à la Fédération algérienne des personnes handicapées, parce que nous travaillons aussi avec la Caisse nationale de sécurité sociale sur le prix de journée à donner à ces enfants qui sont pris en charge dans ces centres. Donc, et vraiment, ça a été fructueux cette année parce qu'on a pu quand même remonter revoir le prix à la hausse. Oui. C'est déjà... C'est un point gagné. C'est un point de gagné, effectivement, pour ces associations parce qu'elles sont affiliées à la fédération et à d'autres fédérations. Et on a travaillé ensemble justement pour revoir ce prix de journée qui est donné à chaque association qui prend en charge des enfants par le biais de ces centres qu'elles ont créés. Et vous savez que plus on a de moyens, plus on peut mieux travailler. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles pourront plus recruter, avoir travaillé, être aux normes des pratiques internationales. Parce que sans l'argent, ces associations, il fut un temps où elles bricolaient comme elles pouvaient. Mais il faut voir, aujourd'hui, elles sont complémentaires aux structures de l'État. Parce que, imaginez-vous que toutes ces associations vont fermer leurs centres. Où vont aller tous ces enfants. Exactement. Donc il y a cette complémentarité, il y a ce travail d'équipe qu'il faut reconnaître aussi. Oui. Et en tout cas, nous saluons les efforts de toutes ces mamans et ces papas et toutes les familles qui se sont engagées pour prendre en charge et réfléchir sur une façon et une manière de prendre en charge tous ces enfants en situation de handicap. Parce qu'ils prennent en charge leur enfant et puis ils les ouvrent aussi, les voient pour les parents et les enfants des autres aussi. Tout à fait. Pas que pour soi. Voilà. Exactement. Et Chahra, alors, je vois que tu as beaucoup de médailles, avec بزاف les médailles. فالباسكت سيكليز. Alors, احكينا من ما هما تاع الباسكت تاع السيكليزم سي دي médailles d'or. Oui. Alors, chaque fois نلعبوا d'autres des بداية. compétitions, exactement. Elle participe donc des sports, une équipe. Parce qu'il faut des activités pour ces jeunes personnes Je qui fais sont la tout le musique. temps en mouvement. Et de la musique. Voilà. Donc tu fais de la musique, tu fais du sport, tu fais du dessin, de la mosaïque. Oui. On voit justement, vous avez ramené aussi le miroir. Voilà, le miroir qu'on a ici. Donc, et les tableaux. Les tabourets, les tableaux, la peinture, la maroquinerie. Association aussi qui s'occupe de ça. Donc, voilà. Alors, Chahra, elle a eu sa 6e, elle a eu le premier, elle était la première classée في l'école تاعها, malgré le souci avec l'enseignant. On a changé d'école.
Et au CEM, elle a commencé à perdre les pédales parce qu'il y avait beaucoup de leçons, beaucoup de profs, matière, beaucoup de matières. Elle est quand même arrivée en 4e année moyenne. Elle n'a pas eu son BEM. Donc, elle était orientée vers le manuel. Le manuel parce que ça la détend. On voit le miroir justement. C'est Chahra qui l'a fait? Oui, c'est Chahra Magnifique. qui l'a fait. Voilà. Très joli miroir. L'hyperactivité Taha, c'est-à-dire on a profité Oui. de son Pour la hyperactivité. rediriger vers. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai su le problème de ma fille, je me suis adaptée. J'ai fait ce qu'il fallait faire avec elle. Exactement. C'est important que le parent aussi s'adapte, mais vous aussi dans le centre, vous soutenez les parents et vous les orientez aussi pour les aider à comprendre aussi l'handicap de leur enfant et savoir comment ils doivent avancer dans la vie avec leur enfant, professeur. Oui, tout à fait. En tout cas, il faut souligner, c'est remarquable ce que vous avez fait avec votre fille malgré toutes les embûches. Ce qui est dans notre centre, en fait, on reçoit les enfants qui viennent directement de la néonatologie, de certains services. À Alger, on ne peut pas prendre tout le monde, donc on avait choisi 4 services pilotes. Il y avait Durando, Kouba, Parné et Beni Messous. Et donc tous les enfants qui ont un handicap, un risque à la naissance, qu'on appelle les nouveau-nés cérébro-lésés, les grands prématurés, les asphyxies, certains ictères graves, bien que l'ictère grave actuellement, grâce à la généralisation du sérum anti-D, on a moins de problèmes concernant le handicap lié à l'ictère nucléaire. Donc ces enfants, une fois qu'ils sortent de la maternité, ils sont référés au niveau de centre de Mapahden. Ce qui est remarquable, c'est que souvent ce sont des couples jeunes. Dans le cas de l'asphyxie, souvent c'est le premier enfant, parce que l'accouchement se passe très mal, bien que ces femmes soient suivies régulièrement. Des fois elles ont jusqu'à 10 consultations, des échos, mais c'est au moment de la prise en charge de l'accouchement, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens de dépistage de la souffrance fœtale, par exemple. Donc l'enfant malheureusement a des problèmes à la naissance, il ne respire pas, il est au niveau de la salle de naissance où il faut beaucoup agir, il faut des moyens, du personnel, il faut qu'on anticipe, que tout soit préparé pour réanimer cet enfant, c'est vraiment une urgence cerveau en danger, quoi. Oui. Si on n'agit pas dans les 5 premières minutes, il y a des lésions cérébrales qui sont définitives, parce que le nouveau-né, d'autant plus qu'il est prématuré, ses organes ne sont pas encore complètement formés. Donc il est très vulnérable et la moindre agression va entraîner des lésions, surtout en ce qui concerne le cerveau, du grand prématuré ou l'enfant qui vient de faire une souffrance fœtale. Donc ils vont avoir des problèmes dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui vont être pris en charge au niveau de ce centre. Donc la famille, une fois qu'on a étudié son dossier, sa fiche de liaison, donc on les intègre, on l'accueille au niveau du centre de Bab Hassan, où il va être suivi. Donc il faut que ces enfants-là, c'est pour ça que je vous ai dit 3 ans, donc c'est des enfants, lorsqu'il y a, je ne sais pas si votre fille elle a eu un problème à la naissance, mais il faut qu'elle ait tout à fait, pas de prématurité, pas de... Normal à terme. D'accord. Donc ils rentrent dans un programme de suivi de façon à dépister le plus tôt possible les anomalies du développement de cet enfant, que ce soit des troubles du comportement, troubles moteurs. Et pour pouvoir dépister précocement, il faut vraiment déjà que les pédiatres, même les pédiatres, connaissent parfaitement le développement d'un enfant, comment l'enfant va évoluer, surtout durant la première année, parce qu'il faut savoir qu'à la naissance, vous savez, on ne peut pas tenir sa tête, ni marcher, ni se mettre debout, ni parler, ni sourire, donc bien qu'il ait des compétences, donc parce qu'il y a un cerveau qui continue à pousser bien après la naissance, il y a une maturation qui se fait. Vous savez, à la naissance, le bébé il a 35 cm de périmètre crânien et il en prend 12 en une année. Ça veut dire qu'il y a toute une évolution de son cerveau qui fait que... Et l'évolution de son cerveau va aller avec
les acquisitions que cet enfant va avoir. Il va tenir sa tête, il va s'asseoir, il va sourire, il va commencer à vocaliser. C'est pour ça que le vocaliser. dépistage précoce est Ça, important. voilà, ça c'est très important. Donc on les voit 1 mois, 3 mois, 6 mois, et beaucoup plus souvent quand il a des problèmes, et de façon à dépister ces anomalies neurodéveloppementales. Et la chance qu'on a, dans le projet qui a été fait, on a tout fait pour que tous les spécialisés soient représentés dans ce centre, pour éviter, comme je l'ai dit, que les parents soient éprouvés, parce que ça je l'ai vécu, le drame de cette errance des parents, le drame social, les drames économiques, le drame psychologique, affectif, que vivent ces familles qui vont être, et je vous ai dit, c'est souvent des couples jeunes, et vous savez, quand on est un premier enfant, on se projette dans l'avenir, on a des rêves pour cet enfant, et lorsqu'on va vous annoncer... C'est un deuil qu'il faut faire aussi de l'enfant, voilà. Normal, normal, je dirais entre guillemets. Bon, oui. Un enfant est un enfant, quel que soit... L'enfant attendu, on va dire. L'enfant attendu, et c'est là, il faut vraiment les accompagner, et ça c'est le rôle du centre, de nos psychologues, de la pédopsie, de toute l'équipe pluridisciplinaire qui gravite autour de cet enfant. Justement, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage sur votre centre, et on en saura un petit peu plus avec notre journaliste Freya El-Hamdi qui s'est déplacée à Baba Hassan. On revient tout de suite après. Le centre Baba Hassan de neurodéveloppement a ouvert ses portes fin 2018, une première en Algérie. La faiblesse du suivi périnatal et de prise en charge de l'accouchement fait que de nombreux nouveau-nés développent un handicap ou un trouble du développement. Donc l'objectif de ce centre est le dépistage de l'handicap, handicap moteur, cognitif ou sensoriel, et aussi la prise en charge précoce et le suivi. Le nouveau-né, à la sortie des services de néonatologie, il sera adressé au niveau de notre centre. Donc, il sera vu en premier par les neuropédiatres qui vont procéder à une évaluation rigoureuse, une évaluation codifiée. Et dès la constatation de moindres signes d'atteinte neurologique, il sera confié à l'équipe de MPR, c'est-à-dire une équipe de rééducation fonctionnelle. Le centre prend en charge les enfants de 0 à 3 ans, porteurs de pathologies chroniques invalidantes, comme c'est le cas du petit Dylan, 1 an, qui souffre d'une anoxie néonatale, qui est un état de privation ou approvisionnement en une diminution de l'oxygène au cerveau. Le petit Dylan qui présente une anoxie néonatale, un enfant de 2 ans. Il a été pris en charge à l'âge de 9 mois à peu près. Donc notre prise en charge consiste à essayer de récupérer quelques fonctions qu'il a perdues à sa naissance. Et voilà, en suivant le développement psychomoteur de l'enfant. Donc moi, je suis plus dans les membres supérieurs, tout ce qui est prise, préhension, l'approche de l'objet. Et la kinésithérapeute, tout ce qui est les positionnements, position assise, le passage, position assise debout, etc. Cette équipe de spécialistes a pour objet le dépistage et l'accueil des enfants en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. C'est un enfant âgé de 24 mois qui a fait une anoxie néonatale, stade 2, et qui présente un retard psychomoteur global. Alors moi, en tant qu'orthophoniste, je le prends en charge depuis l'âge de 9 mois et je traite chez lui les troubles de l'oralité alimentaire et verbale. Grâce à une équipe de professionnels aux compétences diverses et complémentaires, le centre permet une prise en charge globale de l'enfant. Chacun sa mission. Puisqu'il y a la nécessité d'intervenir à un âge précoce auprès des bébés, mais aussi la diade bébé-mère. Et nous savons bien que l'épanouissement du bébé dépend du bien-être de la mère et des parents aussi. Et notre mission consiste
généralement à renforcer donc, l'estime de soi des parents, faire le travail donc, du deuil par rapport donc, aux troubles, aux différentes déficiences qui peuvent survenir. Les troubles du neurodéveloppement de l'enfant regroupent des affections multiples qui nécessitent une prise en charge précoce, avant même un diagnostic précis. Les parents sont le plus souvent les premiers à être alertés. Eh oui, un reportage de notre journaliste Friel Hamdi qui s'est déplacé vers le centre justement. Et justement aujourd'hui, on va revenir d'abord en chiffres sur les enfants qui ont été pris en charge. Madame Yassef, oui? Oui. Nous avons ici quelques chiffres. Oui. Sur 506 enfants qui ont bénéficié d'une prise en charge, vous avez une répartition selon la pathologie. Montre que plus de 25% de ces enfants sont des prématurés à 32 semaines et plus de 9% à 28 semaines. Plus de 15% d'asphyxie néonatale, stade 2, et plus de 9% d'asphyxie, stade 3. Plus grave encore, oui. Une répartition selon l'évolution, elle va révéler 51% de ces enfants qui ont eu une évolution favorable. Plus de 12% gardent une paralysie cérébrale légère et plus de 4% de paralysie modérée, plus de 3% d'enfants de paralysie cérébrale plus ou moins importante. Donc vous voyez tout l'intérêt de la prise en charge précoce, pluridisciplinaire. Ça nous a permis d'aider et d'accompagner, non seulement de prendre ces enfants, mais aussi les familles, les parents. Donc au sein du centre, c'est vrai que le centre, c'est un combat de plus de 15 ans avec le soutien et l'appui des professionnels de la petite enfance. Parce que nous, en tant que fédération des personnes handicapées, nous avons été interpellés par le nombre de plus en plus important d'enfants qui, avec les parents, venaient à la fédération et nous disaient qu'il n'y avait rien. Parce qu'on ne pouvait plus les prendre en charge à la manière dont on nous l'imposait, c'est-à-dire une séance de kiné à Benaknoun, une séance d'orthophonie à Bni Messous, une séance à Azur Plage, et puis il n'y avait pas de médecin référent qui coordonnait un peu cette prise en charge. Donc les familles étaient fatiguées. Donc ils cédaient à la facilité et ramenaient les enfants dans des poussettes et puis dans des fauteuils roulants quand ils sont un peu plus grands. Donc ce sont des enfants qui ne connaissent pas le chemin de l'école, ce sont des enfants qui n'avaient plus aucun projet d'avenir. Donc du coup, ils restent à la charge des parents. Les parents, une maman qui vient nous dire je reporte l'opération de ma vésicule parce que je n'ai pas où laisser mon enfant. Une autre maman qui vient nous dire j'ai peur de partir et de laisser mon enfant derrière moi. Donc vous voyez toutes ces souffrances. Et c'est pour ça que c'est ce qui nous a poussé à faire ce long plaidoyer pour justement créer Baba Hassan. Je remercie tous les professeurs qui nous ont soutenus dans notre combat parce que l'idée, comme disait le professeur Halidi, l'idée était là depuis plus de 20 ans ou plus pour créer, comment faire pour regrouper toutes les spécialités et faire en sorte à ce que les mamans ne subissent plus ce calvaire d'avoir dans la tête où emmener mon enfant. Ce n'est pas aux parents d'en décider et de réfléchir et de faire toute cette gymnastique, mais c'est au professionnel qui va proposer un projet de soins individualisé pour cet enfant dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire, dans un seul endroit, et après faire le travail aussi de la mise en place du réseau. Parce que par la suite, ces enfants auront besoin d'une consultation chez l'ORL, chez l'ophtalmologue, dans un centre d'imagerie. Donc tout ce travail a été tissé, c'est un travail de réseau. Et quand on adresse cet enfant, on sait
il sera pris en charge parce qu'on ne va pas référer ses enfants dans le néant. Voilà. Mais on ne va pas laisser le parent se débrouiller pour aller faire cet examen ou un autre examen. Tout à fait. On donne en quelque sorte une lueur d'espoir aux parents. Tout à fait. On essaye de trouver des solutions, oui. Tout à fait. Parce que ce que dit Madame Yassef est extrêmement juste. Parce que ces enfants-là, il faut qu'on anticipe. C'est-à-dire il y a une grosse population de grands prématurés. Oui. Actuellement, la prématurité, vous savez, c'est la première cause de mortalité néonatale. Hein, où la mortalité néonatale, elle reste malheureusement élevée. Elle représente 80% de la mortalité infantile. Bon, la mortalité infantile descend, mais la mortalité néonatale, elle est malheureusement descend très lentement. Parce que, et là, on est de plus en plus confrontés dans les services de néonatologie, les structures de néonatologie, au problème du prématuré, du grand prématuré, qui nécessite des moyens très lourds de prise en charge. Ça coûte cher, il faut des équipements. Bon, ça commence un petit peu à s'améliorer sur le plan de la prise en charge des complications respiratoires du prématuré. Mais il reste le problème de ce risque de handicap, parce qu'ils font, comme ils ont un cerveau qui mature, ils ont plus souvent des saignements au niveau de leur cerveau et des lésions de destruction de leur substance cérébrale blanche qui fait qu'ils risquent d'avoir des problèmes par la suite. Donc ces prématurés, ces grands prématurés, c'est la première cause d'handicap. Non, c'est dans notre centre, c'est la pathologie qu'on voit le plus souvent parce qu'on est avec les services pilotes qui ont énormément de grossesses à haut risque et il y a beaucoup de naissances prématurées. Donc les enfants qui sont référés, ce sont souvent des grands prématurés. Heureusement que tous ces enfants qu'on suit, heureusement, il y a le côté positif aussi. Ils n'ont pas tous des handicaps, heureusement. Bon, elle vous a donné un petit peu les chiffres. Il y en a, moi, pour les asphyxies, c'est 1 sur 2. Handicap plus ou moins lourd. Mais ceux qui évoluaient bien, ce qu'on considérait à 2 ans comme normaux, lorsqu'on continue à les suivre, on s'est rendu compte qu'il avait, au moment de la scolarité, parce qu'ils ont souvent des problèmes au niveau de l'abstraction, les mathématiques, les raisonnements. Donc il y avait à peu près 1/3 qui était en situation soit de difficulté, soit d'échec scolaire total, qu'il fallait mettre dans des classes spéciales à l'intérieur de... Et là, c'est vrai que les parents, j'ai tout entendu par rapport à votre témoignage, en ce qui concerne l'insertion à l'école de ces enfants-là, il y a tout un travail, je pense. Exactement, c'est un sujet qu'on traite à chaque fois dans l'émission par rapport à l'importance de l'AVS, par rapport à l'importance que les enseignants soient sensibilisés, soient formés pour pouvoir accueillir des enfants handicapés. Ça, on va dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire, ça arrive. Et on est ici justement pour en parler, pour qu'on ouvre les yeux sur ça. Justement, et le centre aujourd'hui, on en est où ? Alors le centre, on en est où ? On a démarré très très fort. On avait une équipe formée. Toute l'équipe a bénéficié d'une formation aussi bien à l'étranger. On a eu des experts internationaux qui sont venus, avec nos partenaires, qui sont venus former in situ l'équipe et même d'autres personnes en matière de prise en charge précoce, parce que ce qui est très important, c'est pour ça que je vous ai dit 3 ans, c'est quand même un peu tard. Donc c'est pour ça qu'on anticipe, on les prend dès la naissance et on les suit, on dépiste. Voilà. Et le problème, c'est que il y avait ces partenaires qui ont formé ce personnel, aussi bien les kinés que les orthophonistes, puis il y a des troubles qu'il faut prendre en charge au niveau de tout ce qui est des fois même problèmes alimentaires. Ils s'alimentent difficilement. Les problèmes de l'oralité. De mastication chez les enfants qui ont des IMC. Donc tout ça, c'est un travail qui doit se faire de façon assez précoce. Et donc on a eu des équipes qui sont venues, des équipes de psychologues, kinés, avec l'Institut de motricité de Paris qui s'est déplacé pour nous faire... Donc il y a eu toute une équipe pour former le personnel. Au dépistage et à la prise en charge précoce de ces enfants-là, parce que ce n'est pas du tout la même prise. On n'attend pas que
les lésions soient installées, que le handicap soit installé pour le prendre en charge. Sinon, c'est des enfants qui vont aller vers des postures qu'on ne pourra même plus arriver à asseoir, tellement les plus déformations. la prise en charge est précoce, meilleurs seront les résultats. Même si le handicap est là, ça réduit au moins Alors, rapidement, comme ça on passera à conseil pratique, la situation du centre aujourd'hui. Alors oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On en est où? Ça évolue? Alors, on espère, on a beaucoup d'espoir parce qu'on n'a pas de statut. Donc notre centre a été, on a eu le décret d'institution de ce centre en décembre 2018 au ministère de la Santé. Mais on n'a pas, jusqu'à maintenant, on était rattaché à un PSP, jusqu'à maintenant nous n'avons pas de statut. Donc nous n'avons pas ni budget de fonctionnement, ni de main sur tout le personnel qui est au niveau de Bab Hassan, c'est du personnel pour la majorité. Qui a été détaché d'autres structures. Qui peut être rappelé vers les autres structures. Ce serait dommage. Ils sont déjà rappelés. On a une orthophoniste qu'on n'aimerait pas perdre parce qu'elle est détachée de l'hôpital de Bab el-Oued qui veut. Ça fait 5 ans. Bon, c'est vrai qu'on comprend, mais 5 ans qu'elle est chez nous, on n'a toujours pas pu. Elle est formée, elle est extrêmement importante pour la prise en charge de ces enfants-là, et ça serait dommage qu'on perde une personne aussi importante dans l'équipe, parce que c'est une équipe, hein, vous avez vu, elles travaillent ensemble, les filles. Elles travaillent, on travaille souvent, on présente, on avait un staff tous les mercredis où on discute des problèmes, et elles sont très proches de toutes les familles qu'elles suivent. C'est une équipe, je ne sais pas, c'est une équipe extraordinaire qu'on a eu la chance de réunir. Je pense que Mme Yassef pourrait aussi en parler. Oui, et c'est dommage parce que là, actuellement, on a des problèmes de personnel et de statut sur lesquels nous sommes en train de travailler pour faire reconnaître et consolider avant d'aller vers la démultiplication de ces structures. Ailleurs, on me demande, d'ailleurs, je dois faire une communication à Oran, ils sont très intéressés par ce projet. Donc avant d'aller ailleurs, il faut déjà que nous, qu'il y ait un statut pour ce centre qui soit officiel, et comme ça on pourra en avoir d'autres. Oui, Madame Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est vrai que ce centre déjà est un acquis, donc il a été créé suite à une décision de création du ministère de la Santé, dans une perspective de travailler sur l'assise juridique. Aujourd'hui, nous sommes, Fédération algérienne des personnes handicapées, accompagnés par l'UNICEF, justement pour ce travail de plaidoyer, dans une perspective de trouver une solution, présenter un travail grâce à notre comité de concertation qu'on a mis en place pour travailler sur l'assise juridique, présenter ce travail au ministère de la Santé, parce que l'objectif, c'est de voir... à travers cette assise juridique, donner un peu tous les scénarios possibles de ce centre. Nous lançons un appel à Monsieur le ministre de la Santé parce que c'est un acquis pour les familles, un acquis pour les enfants. Dépister précocement, diagnostiquer précocement et prendre en charge précocement le handicap de l'enfant, ce sont des étapes essentielles pour éviter l'aggravation de l'handicap ou alors carrément faire en sorte à ce qu'il n'apparaisse pas. Donc c'est un travail d'équipe, un travail formidable d'accompagnement des familles. Donc nous lançons un appel à Monsieur le ministre de la Santé pour la préservation de cet acquis et pas que, pour en faire aussi une référence nationale dans la réadaptation des enfants, et puis pourquoi pas penser également à démultiplier, parce qu'aujourd'hui il faut penser aussi à la santé de proximité pour que ces parents ne se déplacent pas jusqu'à Bab Hassan si elles n'habitent pas à côté. Donc penser à démultiplier. Alger, c'est pas l'Algérie. Créer aussi des structures pareilles au niveau de tout le territoire national. Merci. Voilà, alors, sur ces mots, nous allons passer à conseil pratique avec vous. Aujourd'hui, on va parler de l'art et l'importance de l'art pour les personnes handicapées. D'accord? Oui. Juste après ceci. D'accord, ok.
Alors justement, on va parler d'art, c'est une forme d'expression, c'est un outil aussi pour dépasser ces barrières. Et votre association, justement, on a fait un levier, c'est l'association Artisanat et Espoir. Ça donne, voilà, ça donne un espoir. Ouais. Et on le voit avec Shahra, avec le magnifique miroir. Alors moi, j'adore le miroir, les tableaux et tout ce qu'elle fait. Oui. عندي les photos تاع Berlin. Berlin. D'accord. Donc Gaëté Couche, tout ce qu'elle fait, voilà, exactement. L'art, c'est important. Occuper ses mains, occuper l'esprit avec l'art, c'est important, ça nous aide à dépasser les barrières. Oui. Justement, on a fait une exposition au niveau avec l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC, à Dar Abdel Latif. Le dimanche et le lundi. Voilà, intitulé « Avec l'art, je dépasse l'handicap oui. ». Avec ces travaux manuels, oui. qui sont déjà un épanouissement pour chaque... Il n'y a pas que Shahra, hein. Au niveau de l'atelier, il y en a plusieurs. Hein. Chaque enfant a dépassé son handicap à travers ce qu'il fait. Ça les rassure, oui. ça les occupe. Oui. Il y a un petit génie qui joue très bien le piano et je l'ai initié à la mosaïque. Il est rentré à l'atelier l'année passée, au mois d'octobre. Au bout de 3 semaines, à raison d'une séance par semaine, je l'ai sélectionné pour participer au Symposium international de la mosaïque en Tunisie. On est parti en Tunisie à Sousse et Vous avez présenté ces travaux, oui? Pas présenté, ils ont travaillé sur place avec des grands mosaïstes à l'échelle mondiale. Et chacun a préparé sa fresque et a fini sa fresque. Ils sont venus, ils m'ont dit, Madame, alors que les parents étaient ici, ils ont baissé les bras, ils se sont dit, c'est un autiste, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir? Et les parents ignoraient qu'il avait des capacités extraordinaires en mosaïque, en dessin, en cuir. Il fait la maroquinerie à merveille. On lui montre une seule fois, et ça rassure l'enfant. Ça rassure les parents. Ça les valorise, oui. C'est valorisant pour... voilà. Ça travaille sur l'estime de soi aussi. Il est tout fier de montrer son ouvrage. Oui. Par exemple, le canage, oui. Quand ils ont beaucoup d'énergie, c'est vers le canage que j'oriente. Oui. Parce que l'atelier de canage, ça demande de la force. Et toute cette énergie... On la canalise, le canage. La mosaïque, Shahra, elle était calmée par la mosaïque, parce que ça demande de la concentration. Je lui donnais les petites pièces, les débris de mosaïque. Quand on cassait, on ramassait les débris et elle les plaçait. Elle me dit, non, je ne peux pas faire ça, tu pourras le faire. Et elle a réalisé de très belles ouvrages. Rien qu'avec les débris. Et ça a canalisé son hyperactivité, ça a augmenté la concentration. Et c'est comme ça que je vous ai dit, quand on connaît le problème de l'enfant, on canalise et on sait ce qu'on doit faire. Voilà. Justement, quand c'est l'enfant qui choisit, on va dire, ce qu'il fait, qui choisit s'il veut faire de la mosaïque, de la musique ou autre chose, ou on oriente un petit peu les parents, les aide à choisir? Non, au début, c'est comme un tronc commun. Quand l'enfant, le jeune adolescent rentre à l'atelier, il touche à tous les ateliers. On fait le canage, le dessin, peinture-dessin, la mosaïque, la maroquinerie et fabrication de savons au naturel et produits cosmétiques. Alors, les produits cosmétiques, c'est la notion de l'odorat, la pesée, la mesure. Ça demande un peu de concentration, donc ils adorent ça. La mosaïque, ça la découpe, il faut se concentrer sur la petite aisselle, c'est minutieux. Voilà. Le cuir aussi, c'est la découpe avec le tranché, c'est le gabarit, c'est la notion de mesure. Chaque atelier travaille un côté. Et c'est ça qui fait la force. Quand ces jeunes arrivent à l'atelier, ils sont tous épanouis. Ils travaillent sans stress. Et ils préparent de jolies choses. En plus, ils ont du sport.
Ils font du basket 3 fois par semaine, le vendredi, samedi et le mardi. Il gagne en autonomie, il prend le bus, il va au 5 juillet, il a sa séance de sport, il rentre fatigué à la maison, prend sa douche. Voilà, c'est super. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et On ça a peut remarqué- aussi aider à l'insertion professionnelle. Exactement. C'est très Exactement. important pour les parents, c'est rassurant. C'est un aussi. gain-pain. Oui. Et moi, je le dirais, c'est la main bénie. Hein. Ils ont des mains, et ils peuvent travailler, ils peuvent gagner leur pain à partir de ça. C'est rassurant pour les parents parce que, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, je vais partir et qui s'occupera de mon enfant? Comment que ça va se passer quand on sait que son enfant peut devenir autonome, peut prendre des transports, peut faire quelque chose de ses mains? On voit les œuvres de Shahra qui sont magnifiques. À ce moment-là, le parent est plus serein. Oui, tout à fait. Ah, mais Puis ça- moi, ça me donne des idées parce que vous faites de l'excellent travail. Je ne sais pas s'il y a quand même des échanges avec la formation professionnelle, les centres de formation professionnelle pour personnes handicapées. Je me suis présentée, Madame Yassef, au centre des 4 chemins à Cuba. Cuba, oui. Et j'ai pris quelques ouvrages, j'ai dit, regardez, je suis en train de batailler toute seule quand même, il faut qu'on m'aide. Ils ont la maroquinerie, ils ont la mosaïque Makanch. Elle m'a dit, non, nous avons des formations diplômantes. J'ai dit, ça fait rien. Vous pouvez les prendre en charge, envoyer un coordinateur. Vous vous occupez de la formation et puis un coordinateur vient justement pour les guider, pour voir, et pour avoir voilà, un diplôme. le côté Voilà. pédagogique. Oui. Et Non, mais c'est bien dans l'avenir de réfléchir sur comment mettre en place aussi ces partenariats. Exactement. Parce qu'eux aussi peuvent s'inspirer de ce que vous faites. Exactement. Parce qu'il y a des formations qui peuvent aussi faire partie de leur programme, qui n'existent pas chez eux. Le tabouret ta'addoum, c'est un métier en voie de disparition. On est en train de revaloriser le patrimoine national. On touche à plusieurs... il y a l'handicap, il y a le culturel, il y a le dessin, il y a le patrimoine, il y a des petites merveilles qu'ils ont fait, mais tard, on a vendu la totalité des petites accroches clés. Ils ont dessiné les différents coins de la Casbah. Et chacun sa touche. On est arrivé à la fin de l'émission, ça passe tellement vite, il n'y a plus de temps. Et oui. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté. Alors, Madame Linda Dera, vous êtes vice-présidente de l'association Artisanat et Espoir. Merci d'avoir participé, d'avoir témoigné aujourd'hui ici dans l'émission. Et Shahra Dera aussi. Merci à Teksaha. Merci. Professeur Leila Messouda Haridi, vous êtes responsable et chef de service du Centre Neurodéveloppement de Baba Hassen. Merci pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Et Madame, merci à vous. Madame Houria Karima Yassef, vous êtes vice-présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Merci encore une fois pour votre participation. Merci à vous aussi. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission. On vous donne rendez-vous demain à 10h30. Bonne continuation avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. Au revoir.